Bonjour, ici Rebecca. Bonjour, ici Léa. Jetez un regard de bonté sur ceux qui ne cessent de tremper leurs lèvres aux amertumes de la vie. Chapitre 79. La dot. Isco aperçut le clocher de Pythéa. Il donna l'ordre d'une pause. Les paysans qui guidaient la dizaine de chevaux s'assirent en petit cercle. À les regarder, il était difficile de dire s'ils étaient contents de retrouver la civilisation, loin de cette Laponie si hostile, ou déprimés de bientôt retrouver la misère et la puanteur. Depuis ses premières expéditions, 25 ans plus tôt, Isco aimait cet endroit précis, qui d'un côté dominait la vallée d'où il venait, et de l'autre la plaine et la mer vers lesquelles il se dirigeait. La neige avait complètement disparu. Il apercevait le golfe de Botnie d'un bleu-vert calme. De la fumée s'échappait des cheminées là-bas. Il restait 2 bonnes heures de marche pour arriver sur la berge d'où ils embarqueraient jusqu'à la petite cité du Nord. Après avoir cartographié les environs de la nouvelle mine et le réseau de rivières qui permettrait, l'hiver venu, de transporter le minerai, Isco avait rempli sa mission. Marcus le pressait de rentrer à Amsterdam. Sa santé se détériorait, il avait attrapé mal, transpiré malgré le froid et craché ses poumons. Ma maîtresse m'attend, plaidait son ami. Elle dépérit, j'en suis sûre, avec son mari adipeux. Mon histoire de renard bleu n'a plus de raison d'être. Toi-même, ta femme, tes Je enfants. te ferai castrer si tu en reparles. Ah malheur, gémissait Marcus avec des accents tragiques, toussant plus fort encore. En effet, la famille d'Isco aussi l'attendait. Nicolaes, sérieux comme son grand-père, sa petite sœur Ineke, déjà austère comme sa mère, et le bébé, qui allait naître sous peu. Il eut envie soudain de soulever le lourd rideau de velours marron pour y surprendre Nicolaes, et passer des heures ensuite à nommer les galions et leurs cargaisons. Il faudrait que je l'emmène à Saint-Jean-de-Luz. Oui, il faut partir. Pourquoi pas créer un atelier de cartographie au Pays Basque, une filiale de celui d'Amsterdam. Quitter le nord pour rejoindre Amsterdam, c'était aussi passer par Stockholm, par Anna. Retrouver son abîme. Mais le cartographe était partagé. Quitter le nord signifiait abandonner Sakar et Darja. Il était inquiet. Il en dormait mal, devenait irrité. L'état de Marcus lui pesait aussi. Cette irritation, cette inquiétude avait atteint un sommet lors des retrouvailles avec Davet. En poussant des reconnaissances vers la frontière dano-norvégienne, il avait croisé un convoi mené par Davet qui amenait du ravitaillement et du matériel à la nouvelle mine, en dépit de la difficulté du trajet. Il n'avait pas revu le Lapon depuis plus d'une quinzaine d'années, lorsque Davet l'avait forcé à coucher avec sa fille. Les 2 hommes s'étaient installés, un peu à l'écart. Tu as prospéré, avait noté Isco. Davet souriait largement. Je travaille pour les Suédois maintenant. Je leur fournis des rennes. Je connais bien le nouveau commissaire aux affaires Lapon. Il me fait confiance. Les Suédois ont construit plusieurs mines. Ils ont besoin de moi. Il jouissait de sa nouvelle position. Tu as une fille. Elle est grande. On va la marier bientôt. À un Suédois peut-être. Ce serait bien pour mes affaires. Il souriait de nouveau, observant Isco comme s'il cherchait ce qu'il pourrait lui soutirer. Nous sommes de la même famille maintenant. Davet avait l'air très sérieux. Au cours de ces années, Isco avait tenté d'oublier cet épisode honteux. Avec le temps, cet enfant qu'il n'avait jamais vu avait perdu tout lien avec le réel. Ce n'était pas son enfant, c'était celui de Davet. C'était Davet qu'il avait voulu. À force de se le répéter, Isco s'en était convaincu. Davet, lui, était d'un autre avis. Il faudra que tu donnes une dot pour elle. C'est ta fille. Elle ne peut pas arriver sans rien. Maintenant, Isco aurait frappé le lapon. Il n'y avait aucune malice dans son regard, juste la démarche d'un commerçant négociant au meilleur prix sa marchandise. Davet était sûr de sa position. Ses bons rapports avec les Suédois lui donnaient le sentiment d'être intouchable. Isco s'était assuré que personne ne les regardait. Il avait pris Davet au col. Ma fille, c'est toi qui m'as forcé à coucher avec ta fille pour asseoir ton autorité sur Eret et les autres. Cette union ne compte pas. La dot, c'est toi qui la donneras. Isco l'avait relâché brutalement. Cet homme, qu'il avait tant aidé lors de ses premiers pas en Laponie,
le dégoûtait. Il s'était écarté et avait donné le signal du départ, indifférent au regard indigné de Davette. Isco n'avait plus adressé la parole à quiconque pendant des heures. Puis les jours étaient passés, à poursuivre ses reconnaissances dans les montagnes et la toundra, et tout ça lui était sorti de la tête. Maintenant qu'il venait d'arriver à Pithéa, il repensait à cette rencontre fortuite avec Davette. Il n'avait même pas demandé où vivait cette jeune femme. Devait-il l'appeler sa fille? Cela lui parut bizarre. Quelle allure avait-elle? Ressemblait-elle à Alaya? « Je vais faire mon rapport au commissaire », annonça-t-il lorsqu'il eut fini de ranger ses affaires. Marcus faisait peine à voir. Le teint blafard, il toussait, crachait, tremblait. Mais il attrapa les feuillets constituant la carte de la nouvelle mine. « Tu ne m'abandonneras pas ici !» Marcus le suivit, en dépit de sa fièvre, jusqu'à la demeure de Michel Plantin, le représentant de la couronne. Ils furent introduits dans la salle à manger, où la table était dressée. Michel Plantin, le successeur d'Abraham Johnson, n'avait pas la bonhomie de son prédécesseur. Là où Johnson était exubérant, excessif, entier, épicurien et obstiné, Michel Plantin donnait l'impression d'être un homme d'intrigue, tout en amabilité et en fausseté. Lorsque Isco aperçut le pasteur Karl Pontanus, assis à sa droite, il eut un mauvais pressentiment. Ces deux hommes paraissaient bien trop faits l'un pour l'autre, au point où ils se ressemblaient physiquement. « Quelle surprise, monsieur d'Etcheverry! Une de vos connaissances m'a rapporté votre arrivée imminente. Vous m'envoyez enchanté, dit le pasteur avec un sourire qui disait le contraire. Monsieur d'Etcheverry, reprit Michel Plantin, je connais vos cartes, et je suis certain que celles que vous nous amenez sauront pleinement nous satisfaire. Isco remercia d'un geste le du buste et d'un signe indiqua à Marcus de déposer les cartes sur la commode de l'entrée. Avant de partir, j'aimerais vous les commenter. Certes, certes. Mais j'aimerais vous entretenir d'un léger tracas. Nous y voilà, songea Isco. Il est venu à nos oreilles qu'un certain Lapon échaufferait les sens des habitants de la montagne. Il use de sortilèges pour les envoûter ou gagner leur confiance. En appelle à des idoles de bois, à des esprits, à tout ce qui fait horreur à notre civilisation et à notre foi. Un coup d'œil à son voisin, Pontanus l'encouragea d'un geste à poursuivre. Certains le verraient comme une sorte de messie, ce qui est bien sûr absurde et ridicule et dangereux. Or on vient de m'apprendre que cet homme, ce trouble-fête, cet agitateur, vous le connaissez, et même depuis longtemps, que dès vos premiers voyages en Laponie, vous avez cherché à vous renseigner sur lui et sur sa mère tout aussi sorcière que lui, qui se serait rendue coupable d'un crime odieux contre notre roi, notre pays et notre flotte de guerre. Michel Plantin allait porter le coup final, et cela se voyait. Quelqu'un avait parlé. Le piège se refermait. Vous êtes aujourd'hui un des seuls à le connaître. Aussi, en tant que représentant de la couronne et commissaire aux affaires lapones, je vous demande de partir à la recherche de ce lapon et de me le ramener ici même. Il avait fini. Isco, masque indifférent. Plantin et Pontanus devaient se sentir frustrés. Plantin surtout. Pontanus n'attendait rien, car il avait le temps. « Je crois que vous faites fausse route. » Vraiment? Pontanus regarda le commissaire et donna un coup de menton. À son tour, Michel Plantin se tourna vers un homme qui se tenait près de l'entrée. Un soldat sans casque et sans mousqueton, mais un soldat, à en juger par ses cicatrices. Peut-être l'un des hommes de main de Grubb. Il s'éclipsa et revint 1 minute plus tard en poussant Davette Seva devant lui. « Je ne vous présente pas, j'imagine, commença le commissaire. Il est un fidèle fournisseur de la couronne et bénéficie de toute notre confiance. Davette tenait son bonnet gauchement. Il osait à peine regarder Isco. Comment en était-on arrivé là? Davette, pour qui il avait tué son premier loup. Davette, qui lui avait tant appris au cours des années passées à parcourir toundra et montagne. Davette, qui l'avait emmené auprès d'un Noaïdi, qui l'avait épongé et veillé lorsqu'il avait déliré des jours durant après avoir reconnu Tarja, la Vierge Vête.
Verte. Lui, il savait tout. Il avait aussi vu Isco en possession de l'anneau de Marie qu'il portait maintenant autour du cou. Il ne l'avait apparemment pas évoqué. Oublié peut-être. Et il trahissait à cause d'une histoire de dot mal digérée. David devait savoir qu'il tenait Isco, que ce dernier ne pourrait pas invoquer ce différend à cause de la fille de David, au risque de se placer dans une situation inextricable dont Pontanus, d'une manière ou d'une autre, tirerait profit. Nier serait au mieux inutile, au pire dangereux. Tout cela est bien vieux, commença Isco en s'adressant au commissaire. Cette histoire remonte à plus de 30 ans. Je ne vois pas qu'au cours de ces années, la puissance de Stockholm ait été menacée par un simple lapon, des montagnes. La Suède serait alors bien fragile. On s'affranchit fort bien de vos commentaires et de vos souvenirs, lança le pasteur d'un ton tranchant. Vous ramènerez le fils d'Isaac Kiri ici, lui, et ce qu'il cache. Je crains que cela ne soit pas dans mes plans. J'effectue ici une mission à la demande de la Suède, et je dois retourner à Amsterdam, où je sers également les intérêts de la couronne suédoise. J'imagine qu'Ambrosius Burman vous en a informé. Votre cher Burman, votre ami si noble qui s'est porté garant pour vous, comment oublier une âme si pure en ces temps de noirceur? Mais voyez-vous, monsieur d'Etcheverry, je vous conseille tout de même aimablement de repartir en montagne. Sinon, je crains que votre ami ici présent, le chasseur de renards bleus, supporte mal un séjour prolongé dans cette région, surtout quand l'hiver viendra. J'ai cru comprendre que la santé de ce Marcus était délicate. Dieu seul sait comment une exposition au grand froid de Laponie affecterait sa santé. Peut-être la renforcerait-elle. Qu'en pensez-vous? Isco pesa des 2 poings sur la table. Les jointures de ses doigts blanchirent. Vous ne pouvez pas le garder. Même en Suède, il y a une justice. Pontanus se mit à marcher dans la pièce, détaillant les murs drapés de lourdes tapisseries sans goût. Une justice. Voilà qui est intéressant. Figurez-vous que, quand j'entends justice, j'entends crime. Et qui dit crime, dit châtiment. Vous pensez qu'il me faudrait une bonne raison pour garder votre ami? Pontanus leva la main. Il adressa au garde un signe. Après quelques instants, ce dernier revint, suivi de Knut Clemetson et de son épouse. Elle portait un nouveau-né dans les bras. Ivar Grubb fermait la marche. Inutile, là encore, de faire les présentations, ironisa le pasteur. Où voulait-il en venir? Isco détailla Knut. Il n'avait pas revu le paysan depuis longtemps. Ses vêtements indiquaient qu'il était sorti de la misère. Karl Pontanus s'arrêta et frappa du poing sur la table. Raconte, femme! L'épouse Knut baissa les yeux. Grubb la poussa dans le dos. Elle leva vers lui des yeux apeurés, serrant son enfant plus fort. Isco remarqua alors qu'elle avait du mal à tenir sur ses jambes. Il voyait aussi des marques rouges à ses poignets. Grubb avait dû la torturer. Knut regardait ses pieds, ne lui offrant aucune aide. Elle tomba à genoux, posa au sol son bébé qui se mit à crier. Main jointe et suppliante, elle se mit à parler. « Un homme m'a aidé !» Isco ferma un bref instant les yeux. Le bébé criait. « Par la Vierge, il m'a aidé, moi et les autres. Sainte Vierge, Mère de Dieu, aie pitié de mes péchés. » La femme se signa 2 fois. Grubb la gifla. Knut ne bougea pas. La femme cria, se tint la joue, le bébé se mit à hurler plus fort encore. La femme tenta de le calmer, mais il était devenu hystérique. « Ne blasphème pas, et laisse la mère du Seigneur là où elle est, » gronda Grubb. « Contente-toi de raconter et fais taire ce merdeux, sinon je m'en occupe. » La femme prit le bébé dans ses bras, terrifiée par la menace de Grubb. Elle tira sur sa robe et donna le sein à l'enfant. Il se calma. Le bruit de succion envahit un moment la pièce, avant qu'elle reprenne. « J'allais accoucher, quand un homme est arrivé chez nous. Un homme de la montagne, habillé avec des peaux de reine. Il m'a montré la marque et il m'a aidé à accoucher. » Grubb s'avança, la main levée.
La femme se recroquevilla sur elle-même pour protéger son enfant. Pitié, Seigneur, pitié, j'y viens. Pardon, pardon, j'ai invoqué la sainte reine des cieux pour me protéger. J'ai crié Marie, Marie pour qu'elle m'aide pour l'accouchement, pour combattre ces douleurs que le malin jette sur nous. J'ai appelé la Vierge parce que... Suffit, femme, hurla Pontanus. Tout cela, tu l'as déjà dit. Mais es-tu sûre de ne rien nous cacher? Le bébé se remit à crier. Grub se jeta sur lui, arrachant un hurlement à la femme. Il posa sa main sur la bouche du bébé pour l'empêcher de crier. Knut sembla s'éveiller, mais il n'osait pas affronter Grub. Il se mit à genoux devant Pontanus. Pitié, monsieur, pitié. Laissez-lui la vie sauve. J'ai déjà bien souffert. Mon père est mort sous la torture. Ma femme a failli mourir sous la torture. Épargnez mon fils, pitié, monsieur. Bonne idée. Il n'y a donc que toi qui as échappé à la question. Il lança un signe à Grub, qui attrapa Knut par les cheveux, lui arrachant un cri de douleur et l'obligeant à se mettre à genoux. Grub sortit une dague qu'il plaça sur l'oreille de Knut, prête à trancher. 3, 2, 1. Le pasteur t'a posé une question? Qu'est-ce que cet homme a fait d'autre? Knut était terrorisé. À le voir, Isco imaginait le chaos dans son crâne. Pensait-il à ce qu'avait vécu son père, le vieux Clémet, à ses derniers instants? Grub donna un coup de poignet sec. L'oreille de Knut tomba au sol. Le paysan hurla en se tenant la tempe, les yeux exorbités par la surprise et la douleur. Il se roula par terre, écrasant son oreille qui laissa des traces rougeâtres sur le sol de bois et sur sa tunique. « À quoi bon les garder si tu n'entends pas les questions ?» cria Grub. Knut commençait à pleurer, se tenant la tempe à deux mains. L'enfant se remit à crier aussi. L'épouse de Knut restait prostrée, ne quittant pas l'oreille de son mari des yeux. « Sa femme est moins douillette, » commenta Grub. Pontanus s'approcha de Knut et le remit sur ses genoux. Knut pleurnichait. Pontanus lui caressa le crâne en le serrant contre lui. « Raconte, Knut, reprit-il d'une voix doucereuse, sans cesser de passer sa main dans les cheveux trempés de sueur du paysan. « Raconte, je suis là, il ne t'arrivera rien. » Le commissaire Michel Plantin, pétrifié, n'osait rien dire. Isco ne bougeait pas. Il a montré la marque aux femmes, et ils ont prié, la Vierge. Et Saraka, il leur a donné la communion aussi. Je l'ai vu, mais je n'ai rien fait, rien. Grub essuya sa dague sur l'épaule de la femme et retourna derrière Knut, tandis que Pontanus reprenait sa déambulation dans la salle à manger. Isco était sûr que Knut mentait. La communion, il l'inventait pour sauver sa peau. Mais l'homme en question ne pouvait être que Saccard. La Vierge Marie, Saraka, tout ça sent le catholique à plein nez. Comment pouvez-vous dire ça? Intervint Isco. Un homme, je ne sais pas qui d'ailleurs, qui n'a fait qu'aider une femme à accoucher? Et vous y voyez le mal? Un homme bon, en quelque sorte. Il est vrai, monsieur d'Etcheverry, que vous aimez vous entourer d'hommes bons, n'est-ce pas? Grub, qu'as-tu trouvé dans les affaires de notre chasseur de renards bleus? Grub posa un lourd sac en tissu sur la table. Il fouilla dedans et en sortit un nouveau sac. Il plongea la main dedans et jeta une poignée de cristaux blancs. Du sel, précisa Pontanus. Du sel, voyez-vous, le sel, ce sont les prêtres catholiques qui s'en servent pour leurs sortilèges et leurs invocations. Soi-disant du sel béni pour éloigner le démon. Quelle ironie, quand ils sont le démon. Peut-être aviez-vous l'intention de le donner à votre ami, qui s'habille en peau de reine. Grub replongea la main dans le grand sac et en tira la Bible d'Isco. Et regardez ce que l'on trouve dans cette innocente Bible. Une plume bleue. Pontanus tenait la plume par sa base, la montrant à tout le monde en tournant sur lui-même. Une plume bleue, coincée dans les pages d'une Bible. N'est-ce pas le signe d'une dévotion, camouflée à Marie? Regardez donc les icônes que ces hérétiques de catholiques produisent à foison, en détournant et en manipulant l'image de la Mère du Seigneur,
en faisant une combattante drapée de linge bleu et coiffée d'étoiles, terrassant le dragon comme dans l'Apocalypse. A-t-on jamais vu un oiseau aux plumes bleues dans un pays de foi luthérienne? Croyez-vous vraiment pouvoir nous leurrer avec vos misérables symboles? Êtes-vous dévoyé à ce point que vous utilisiez des plumes pour votre propagande sournoise et votre culte de Marie, pour contrer notre combat qui rend sa pureté aux Écritures? Pontanus baissa le bras. Il était possédé, comme le jour de ce procès. Knut se tenait l'oreille, mais le regardait avec un air fasciné. Sa femme ne se rendait pas compte qu'elle avait le sein à l'air, le regard perdu, enfouissant son bébé contre elle. Karl Pontanus fit encore un tour de la salle et reprit sa place à table. Il choisit une cuisse de perdrix et mordit dedans, s'essuya et porta son regard sur Isco. Alors, voilà ce qui va se passer, monsieur d'Etcheverry va repartir dans la montagne chercher cet homme mystérieux. Pendant ce temps, ce pauvre Marcus, bien piètre chasseur de renards bleus, va rester ici. C'est qu'il est mal en point. Le voyage pourrait lui être fatal. Il demeurera en pension chez Knut Clemetson. Knut, viens ici. Knut s'approcha, à petits pas, se tenant la tempe, surveillant du coin de l'œil Grubb, qui n'avait pas bougé. Il se tint debout près de Pontanus, qui lui tendit le reste de sa cuisse de perdrix. Tiens, Knut, mange, ça te fera du bien. Knut hésita, puis prit la cuisse de sa main libre et termina les restes. Tu t'assureras que ce Marcus ne quitte pas ta ferme. Tu lui donneras à boire et à manger, et tu le garderas jusqu'au retour de celui-là. Isco fulminait, mais il était coincé. Avec Marcus gardé en otage, il n'avait plus le choix. Une servante entra pour débarrasser les plats. Elle sortait quand Pontanus l'interpella d'un ton sec. La servante s'arrêta. Pontanus pointa du doigt l'oreille ensanglantée de Knut, de l'autre côté de la table. Ramasse ça et jette-la au cochon avec le reste. Au revoir. Au revoir.